Vive la vie. L'opéra, ce n'est que de l'émotion. Merci beaucoup, Amélia. De rien. Politique culturelle au Grand Avignon avec le président Jean-Marc Roubaud. Bonjour, Bonjour. Monsieur le Président du Grand Avignon. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. On va parler de culture. Est-ce que c'est un pôle qui vous convient à travers votre délégation de président? Oui, bien évidemment, parce que vous savez que les communautés d'agglomération ont des compétences obligatoires par la loi, donc là il n'y a pas le choix, je pense au transport, l'eau, l'assainissement, le développement économique, et puis des compétences optionnelles. Et le Grand Avignon a fait comme choix de prendre comme compétence optionnelle la culture. Mais non pas la culture au quotidien de chacun et chacune de nos villes et de nos villages, mais sur les éléments phares de l'agglomération, à savoir bien sûr le Festival d'Avignon, ça va de soi, le Festival de Villeneuve-les-Avignon, Villeneuve-en-Seine, l'Opéra du Grand Avignon, le Conservatoire du Grand Avignon avec les écoles associées, les sujets majeurs qui permettent à la fois le rayonnement culturel de l'agglomération, son identité aussi culturelle. Avignon est une ville connue dans le monde entier pour sa vocation culturelle, son patrimoine. Donc il me semble qu'il y avait une cohérence à tout ça, et cette cohérence est d'autant plus forte que nous avons choisi de développer notre notoriété au niveau national, notre lisibilité par une politique de marketing territorial importante, ambitieuse, et donc la culture, bien évidemment, participe à cette notoriété, à ce rayonnement. Alors comment vous y prenez-vous justement, c'est-à-dire à travers tous ces pôles que vous venez de présenter en termes de délégation, quelle est la répartition, si je puis dire, de la partie culture? Écoutez, la répartition, elle est à la fois le fruit d'une histoire. L'Opéra d'Avignon, maintenant Opéra du Grand Avignon, a une notoriété, bien sûr, mais aussi des ballets, un chœur, un orchestre, un personnel important. Et nous avons comme fil conducteur du développement de l'opéra la qualité des représentations, la diversité des représentations, mais aussi l'accessibilité la plus large possible. L'opéra a souvent réputation d'être élitiste. Nous voulons démocratiser l'opéra, et les chiffres de fréquentation en progression sont la preuve de la réussite de cette politique. Il y a eu l'an dernier 110 levées de rideaux, donc un spectacle tous les 3 jours, ce qui est extrêmement important, et un nombre également très important de spectateurs, 70 000. Ouais. Donc cette réalité que nous portons connaît un succès. Sans compter le jeune public Oui, qui alors, vient régulièrement justement à travers des missions pédagogiques tout à fait. qui participent aux répétitions, au pré général, des spectacles à la fois de l'opéra et de l'autre scène aussi, puisque c'est tout à fait. notre salle annexe. Tout à fait. Donc nous avons tenu, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'éveil à la culture, à ce que les établissements scolaires fassent partie de la vie de l'opéra. Donc il y a des matinées spécifiques pour les scolaires. On a aussi un partenariat chaque année avec l'université qui investit les lieux, qui connaît un grand succès aussi. Donc quand je parlais de tous les publics, bien entendu, il est important pour nous de favoriser l'accès à la culture pour les jeunes générations. Alors il y a aussi quelque chose qui est assez étonnant, justement pour faciliter cet accès à la culture. Il y a aussi le patch culture qui permet justement des passes avec des tarifs beaucoup plus abordables sur certains spectacles. Ça, c'est une initiative qui a été menée comment, par quel
Par quelle réflexion que Bah, vous avez écoutez, décidé souvent, l'accès à la culture, l'accès au spectacle, pour, hélas, de trop nombreuses familles, se heurte au problème de la tarification. Et cette décision a permis d'élargir et de rendre accessible encore plus l'accès à la culture. Donc ça participe à la volonté que j'évoquais tout à l'heure d'une programmation vers tous les publics, bien sûr, mais aussi d'accessibilité à tous les publics par la tarification. Alors on peut aussi préciser d'ailleurs qu'on peut voir un opéra aujourd'hui à partir de 11 euros à l'opéra. Ça, c'est une volonté aussi. C'est également, bien sûr, politique, une volonté, politique, parce que je fais partie de ceux qui sont convaincus que le prix de l'accès à la culture ne doit pas être un frein à la culture. Donc c'est une décision qui a été votée à l'unanimité, qui remporte aussi un grand succès, parce que la culture ne doit pas être élitiste, la culture ne doit pas être un entre-soi de professionnels ou de spécialistes, elle doit être destinée à une démocratisation, une diffusion la plus importante possible. C'est pour ça qu'aussi, au-delà de l'opéra, nous organisons un certain nombre de manifestations dans les communes du Grand Avignon pour que la culture aille à la rencontre des spectateurs. Vous avez évoqué l'autre scène qui connaît aussi un grand succès, 9000 visiteurs l'an dernier, 2700 scolaires. Donc la diffusion de la culture sur l'ensemble du territoire est aussi dans cette lignée d'accès à la culture, et aller à la rencontre des publics me paraît extrêmement aussi important. Alors on s'était rencontrés, Président, il y a 1 an et demi à peu près. Je m'en souviens. Oui, ça passe très vite. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire que votre interview a été énormément vue et vous faites partie de personnages très célèbres sur notre média. Célèbre. Ça, c'est la petite parenthèse que je voulais. Bon, je vous laisse la paternité de cette phrase. Mais le but, c'est pas mon but. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quelles sont les actions qui à l'époque étaient des projets et qu'aujourd'hui, avec le recul de cette année et demie, ont été réalisés sur le pôle culturel? Alors, on avait parlé d'un certain nombre de projets. Le plus important, bien sûr, c'était la rénovation de l'opéra, parce que les locaux actuels sont vétustes, plus conformes aux normes de sécurité, plus conformes en termes de normes accès aux handicapés. Et il y a également pour le personnel, notamment au niveau de la scène, ce qu'ils appellent la cage, des problèmes de sécurité. Voilà. Donc dans ce contexte-là, on avait identifié l'an dernier la nécessité, lorsque nous étions rencontrés, de procéder à la rénovation de l'opéra. À l'époque, on ne savait encore ni comment techniquement on allait le faire, ni comment on allait le financer. Il y a eu un travail extrêmement important des services techniques du Grand Avignon, de mon vice-président chargé de la culture, Georges Bell, et on est arrivé à un projet de réhabilitation de l'opéra avec une enveloppe financière relativement conséquente, 20 millions d'euros. Mais le choix était simple, soit on se donnait les moyens de réaliser ces travaux, soit il y avait un risque de fermeture administrative de l'opéra, chose qui était bien sûr pour nous inimaginable. Donc les travaux annexes de l'opéra sur le site de Courtine commencent maintenant pour permettre l'accueil du personnel. Donc on rénove l'opéra du centre-ville bien sûr, la bâtisse elle-même de l'opéra, mais aussi les bâtiments annexes du centre de Courtine. Et on va faire un jeu de chaises musicales avec le personnel pendant la durée des travaux. Le personnel administratif sera accueilli à la mairie annexe d'Avignon, donc juste derrière l'opéra. Donc je voudrais remercier la ville d'Avignon d'avoir trouvé une solution qui nous permette ce temps peu perturbé.
Et nous avions aussi deux volontés. La première, c'est qu'il n'y ait pas, entre guillemets, de casse sociale. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas mettre le personnel au chômage technique pendant la durée des travaux. Donc ça impliquait que nous devions trouver une structure éphémère pour accueillir les spectacles pendant la durée des travaux. Je vous rappelle qu'ils vont durer 2 ans, Oui. donc 2 saisons. Donc nous avons trouvé une solution avec une structure que nous avons achetée d'occasion et que nous revendrons d'ailleurs à la suite de ces travaux et qui sera installée en Courtine à la sortie de la gare TGV. Donc ça donnera une continuité, ça permettra de continuer à fidéliser le public, les abonnés, etc. Ça permettra aussi une lisibilité parce que cette structure-là, à la sortie de la gare, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que la gare d'Avignon accueille 3 millions de voyageurs par an, c'est énorme. Donc continuité du spectacle, continuité de l'activité et lisibilité de l'action. On n'a pas voulu non plus désolidariser l'opéra du centre-ville, qui est quand même son cœur d'existence. Et donc la billetterie continuera à être place de l'Horloge. Le conseil départemental nous accueillera dans ces locaux de la place de l'Horloge où nous ferons aussi quelques animations, quelques expositions, quelques rencontres. Bref, la vie continue. C'est une période, je viens de rencontrer cet après-midi le personnel de l'opéra pour bien leur expliquer le phasage des travaux et ce qu'ils vont avoir à assumer. Des perturbations, c'est sûr, mais pour un résultat qui en vaut la peine. Alors cette nouvelle salle, ce sera sous forme de chapiteau, sous forme de salle en dur. Quelle en sera la jauge? Est-ce qu'on restera sur une jauge similaire que celle de l'opéra actuel? Très bonne question. Donc cette structure éphémère, alors je ne suis pas technicien, mais c'est un chapiteau avec des panneaux rigides, quoi, si vous voulez, pour les problématiques de vent. La jauge, 800 personnes, donc c'est une bonne jauge. La programmation, il n'y aura pas 110 levées de rideau là, comme cela se faisait à l'opéra, sera un petit peu allégé, mais il y aura également d'autres programmations de l'opéra dans les communes du Grand Avignon, à l'Autre-Seine, au Pontet et ailleurs. Tout ça est en train d'être finalisé. D'accord. Donc en termes on va dire de programmation, est-ce que on retrouvera l'opéra uniquement, donc l'art lyrique dans une salle, excusez-moi, l'art lyrique dans une salle, le théâtre dans une autre salle, ou comment ça va? Non, il continuera à avoir, si je puis m'exprimer ainsi, une mixité dans chacune des salles, de la programmation dans chacune des salles. Le chapiteau, si on peut l'appeler comme ça, ou la structure éphémère, a été choisie aussi parce qu'elle offrait une meilleure acoustique que n'auraient pu l'offrir les bâtiments du Palais des Expositions ici à Château-Blanc. Donc tout ça a été réfléchi. Je vous l'ai dit qu'on l'avait acheté d'occasion et les villes qu'il avait installées, il y a 2 villes, Beauvais et une autre, je ne me rappelle plus laquelle, peu importe, nous ont dit leur satisfaction de l'équipement. Donc ce sera moins bien que l'opéra, il n'y aura pas l'acoustique de l'opéra bien entendu, mais ça sera quelque chose de très acceptable. Et en termes de qualité de programmation, alors est-ce qu'on restera sur une... Alors écoutez, en termes de qualité de programmation, vous savez que il ne s'agit pas de faire venir un chanteur, un opéra et une pièce de théâtre pour assurer une saison cohérente. Vous savez aussi que Raymond Dufaux, qui assurait la programmation jusqu'à présent, et qui va terminer sa mission, puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, largement et légitimement mérités, sera remplacé par Pierre Guiral, le directeur de la culture du Grand Avignon. Il travaille déjà, si je puis dire, en binôme depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et donc, Pierre Guiral va continuer à prôner comme fil conducteur la qualité de la programmation, parce que
c'est quelque chose qui est reconnu, c'est pas moi qui le dis, c'est pas parce que je suis président du Grand Avignon, mais c'est le nombre de spectateurs qui en attestent. Et j'aime bien avoir en ligne de mire toujours la culture du résultat, parce que vous savez, décréter des opérations de très grande qualité, c'est bien, mais qu'elles rencontrent un vrai public et qu'elles aient du succès, c'est plus compliqué. Donc je fais totalement confiance à Pierre Igraal pour assurer cette transition après Raymond Dufaux. Je ne suis pas qualifié, vous en doutez bien, pour orchestrer. Je ne dis rien. Non, mais moi je le dis, pour orchestrer une programmation, mais je sais que je suis bien entouré sur ce sujet-là, comme dans d'autres d'ailleurs. Rappelez-nous le retour économique de la culture sur le Grand Avignon. Le retour est extrêmement important. Les spécialistes disent que pour 1 euro investi dans la culture, il y a 10 euros de retombées économiques. Les retombées économiques, c'est quoi? Les retombées économiques, ce sont bien sûr déjà les troupes qui sont accueillies, qui sont logés, qui vont au restaurant, etc. Ce sont les spectateurs qui viennent de l'extérieur, qui séjournent sur Avignon. Alors, on ne séjourne pas peut-être pour un spectacle de l'opéra, mais pour le festival, c'est le cas. On a des moyennes de 4 jours et demi, je crois, par spectateur au festival d'Avignon, ce qui est une moyenne importante. La difficulté des politiques touristiques, c'est d'arriver à fixer le touriste. S'il passe plusieurs jours, c'est mieux que s'il vient en quart, qu'il passe 2 heures et qu'il s'en va. Là, il ne dépense rien. Celui qui vient 4 jours et demi, ben, il va consommer dans les magasins, les restaurants, les cafés, etc. Et puis, il y a aussi, comme retombée économique de la culture, tout un tas de professions, de techniciens qui travaillent autour, donc qui créent des emplois, qui créent des richesses, etc. Donc tout ça est une chaîne extrêmement importante. Et aussi, dernier élément de retombée économique, ça participe à la dynamique d'un territoire, ça participe à la renommée d'un territoire. Et si la personne qui est venue 3, 4, 5, 6 jours au Festival d'Avignon, qui est venu voir un spectacle de qualité, recommande dans son entourage notre territoire, nos animations culturelles, là aussi, ça induit d'autres retombées économiques. Donc souvent, on a l'impression que la culture, c'est un investissement à fond perdu. C'est faux. D'abord, c'est faux au plan patrimonial, parce que la culture, c'est nos racines, c'est notre histoire, c'est notre mode de vie, c'est notre avenir aussi. Et puis, au-delà de cette vocation première, le fait qu'il y ait des retombées économiques est une réalité qui doit nous inciter à continuer à investir en termes de culture. Alors, est-ce que ce chiffre-là, vous avez pu remarquer une évolution ou une dépréciation justement en fonction de la conjoncture actuelle? Bon, globalement, on a eu une année 2014 un petit peu difficile en termes de recettes. Vous savez que les recettes du Grand Avignon sont faites de dotations de l'État qui ont été baissées par le gouvernement et sont faites aussi de la contribution territoriale des entreprises et du versement en transport, pour dire les 3 grosses masses. Il y a d'autres recettes, mais moins importantes. Donc on a un constat de reprise en cette année 2016. Alors je ne connais pas encore précisément les origines, mais de manière claire, ça veut dire que notre territoire souffre moins que d'autres, et ça veut dire aussi que notre territoire s'inscrit dans une dynamique, on n'est pas en récession, on est en progression, et ça pour moi aussi c'est satisfaisant. Vous pensez que ça fait justement partie du redressement? On dit que le Vaucluse, bon, le Grand Avignon déborde un peu du Vaucluse, on va le dire, sur Villeneuve, mais il est principalement sur le Vaucluse. Le Vaucluse est un des départements, comme vous le savez, le plus pauvre. Justement, est-ce que ce retour, ce dynamique-là sur la culture est aussi porteur de fruits pour le redressement du département? On ne peut pas faire le constat que vous faites, rester les bras croisés et ne rien entreprendre.
Moi aujourd'hui, si je suis là, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pas pour occuper mes journées, c'est parce que je pense qu'il y a énormément d'atouts au niveau du Grand Avignon que l'on doit mettre en exergue, que l'on doit promouvoir et que l'on doit catalyser, parce que lorsque l'on a des atouts, il faut savoir les utiliser. Et la cohérence de la politique de développement économique que nous menons dans le cadre de ce mandat va porter ses fruits, parce qu'on a pris un certain nombre de décisions importantes. Ce matin, j'ai tenu une conférence de presse, les travaux du tram démarrent, c'est une réalité. Facteur d'attractivité aussi pour notre territoire, comme pour tous les territoires où de telles initiatives ont été prises. J'étais avant-hier avec les dirigeants d'entreprises de Courtine. Le projet Avignon Confluence, sur le site de Courtine, au sortir aussi de la gare TGV, démarre lui aussi. On est en train de choisir un cabinet pour coordonner l'ensemble des opérations d'urbanisme. On a déjà signé un compromis sur une surface importante. On a 2-3 projets qui vont devenir publics, 2-3 projets importants, hein, j'entends. Et donc, je pense que la dynamique, enfin, je suis persuadé que la dynamique est lancée et que là aussi, ça amènera de nouvelles retombées économiques, parce que on sait pertinemment quelle est la conjoncture de notre pays, peu de croissance, des dotations de l'État via des collectivités en diminution. Si on fait ce constat et qu'on ne fait rien, c'est qu'on n'a rien compris. Lorsque l'on a ce constat dans une entreprise, dans une collectivité, il faut proposer une troisième voie, c'est celle de la recherche de nouvelles richesses. Et qui est-ce qui crée les richesses? Ce sont les entreprises qui payent bien sûr des impôts, qui créent des emplois. Et donc, je suis extrêmement mobilisé pour que le Grand Avignon remporte cette bataille du développement économique qui sera une source de prospérité pour les années à venir. Vous êtes un homme de terrain? Je ne sais pas ce que ça veut dire, de terrain, mais on peut tout me reprocher, mais ce que je sais, c'est que je travaille. Donc en principe, ça devrait porter quelques fruits, je l'espère. Que représente pour vous la communication numérique, Jean-Marc Roubaud? Vous savez que nous, à travers cette interview-là, sera diffusée uniquement sur Internet. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est quelque chose maintenant, un outil essentiel? La communication numérique est quelque chose de capital, et plus largement le numérique en lui-même est quelque chose de capital. On dit toujours qu'on est au siècle de la communication, très bien, mais il faut adapter cette communication aux méthodes du siècle dans lequel on est, parce que tout le monde ne le fait pas forcément. Donc vous avez eu l'intelligence de le faire, je trouve que c'est bien. Vous êtes, si je puis dire, en pointe sur ce sujet, mais lorsque l'on regarde ce qui se passe, on voit de manière claire que le numérique est devenu indispensable, extrêmement transversal. Il touche l'ensemble des activités économiques, culturelles, etc., associatives, et donc sociales. Et les réseaux sociaux en sont la preuve. Donc il est indispensable d'inscrire la communauté d'agglomération dans cette logique. Le territoire a été labellisé par le gouvernement French Tech, donc ça veut dire que notre territoire est en pointe, mais avec un plus par rapport aux autres labellisations de territoire, c'est qu'on a été identifié, nous sommes les seuls, French Tech Culture. Donc ça nous donne une lisibilité internationale, je ne dis pas nationale, régionale, internationale, parce qu'on a été contacté par différents pays, dont le plus récent Taïwan, qui a souhaité faire un partenariat avec nous. On est en train de monter un partenariat avec l'université de Taïwan. Tout ça est extrêmement prometteur. Mais pour en revenir à la communication numérique, de manière claire, c'est l'avenir. Vous êtes quelqu'un de connecté? Moi, je suis connecté surtout sur les réalités. Moi, ce que je veux, c'est que lorsqu'on fixe une action, une politique publique,
on ait une culture du résultat et qu'on évalue l'ensemble des paramètres. Moi, je ne fais pas de politique publique ni pour me faire plaisir, ni pour faire plaisir à un électorat quel qu'il soit, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est voir la globalité de cette politique en l'évaluant dans l'intérêt du territoire. Merci, Président. Merci. Merci.